C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce nouveau 30 minutes avec. Donc sur l'utilisation de Babaou. Je me présente rapidement, moi je suis Marie Baduel, je suis orthophoniste et neuropsychologue et ingénieure pédagogique chez Octopus. Et aujourd'hui je co-anime avec Antoine Tanet. Je te laisse te présenter. Antoine, je suis neuropsychologue et directeur de la pédagogie chez Octopus. Et donc aujourd'hui avec Alexandra Volkert. Alexandra, je vais te laisser te présenter juste le fonctionnement, donc 30 minutes de présentation. Pendant ces 30 minutes, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions sur le chat et on relaiera ensuite vos questions à Alexandra. C'est à Alors, toi, Alexandra. ouais, je vais me mettre un chrono. Ce sera plus facile pour pas dépasser parce que 30 minutes, quand on a beaucoup de choses à dire, c'est pas facile. Donc, bonjour à tous et merci de prendre le temps de venir nous écouter aujourd'hui. Donc, je suis Alexandra Volkart, je suis docteur en psychologie, spécialisée en neuropsychologie de l'enfant et plus particulièrement dans le développement des fonctions exécutives. Et au-delà de ma casquette de cofondatrice de l'ASBL INEMO en Belgique, où on forme les enseignants à la stimulation des fonctions exécutives en classe avec Marie Moussa. Eh bien, je travaille également chez Babaou en tant que directrice de la recherche scientifique. Et Babaou, c'est quoi? C'est une société basée à Valenciennes où, depuis maintenant 4 ans, on travaille d'arrache-pied pour créer un jeu vidéo neuroéducatif qui permet d'aller stimuler les fonctions exécutives, entre autres par la métacognition. Et donc, je suis évidemment très enthousiaste de pouvoir vous présenter ça aujourd'hui. Alors, avant toute chose, peut-être pour ceux qui en ont besoin, un petit rappel quand même bref aussi de la science, hein, avant de parler des jeux vidéo. Les fonctions exécutives, ce sont ces fonctions cognitives, ces processus cognitifs finalement dont on a vraiment besoin pour pouvoir aller s'adapter, en fait, aller adapter notre comportement dans la vie de tous les jours quand notre mode finalement pilote automatique ne peut plus fonctionner. Et ça nous permet notamment de contrôler notre comportement, mais également, du coup, nos émotions et de rentrer finalement en relation sociale adaptée avec l'autre. Alors, on connaît les composantes de bas niveau comme l'attention qui est très transversale, puisqu'on prête attention, peu importe ce que vous êtes en train de faire maintenant, soit vous êtes en train de prêter attention à ce que je suis en train de vous dire, ou vous êtes en train de prêter attention à autre chose, mais dans tous les cas, vous avez une cible attentionnelle sur laquelle vous êtes. Et puis, on a les fonctions exécutives de type inhibition, mémoire de travail, planification, flexibilité, etc. Euh, et qui nous permettent vraiment, en les développant, d'aller contrôler notre comportement. Et en fait, ces fonctions exécutives, on en a vraiment grandement besoin puisque elles sont constamment mobilisées, peu importe ce que nous sommes en train de faire, et elles se développent dès le plus jeune âge, pendant une fameuse partie de notre vie. Et ce qu'on sait, c'est que pendant l'âge préscolaire et même les années suivantes, il y a vraiment une espèce de boost développemental qui fait que c'est vraiment le meilleur moment pour aller les travailler. Et donc, il existe pas mal d'outils qui peuvent aller travailler ces fonctions exécutives, mais au niveau digital, il existe très peu de choses. Alors, on sait, la littérature l'a montré, il y a plusieurs programmes ces dernières années qui ont montré que stimuler les fonctions exécutives, ça marche. Je pense notamment au programme Atoll de Jean-Philippe Lachaud, qui se centre vraiment sur l'apprentissage de l'attention à l'école. Évidemment, apprendre avec Reflecto, hein. Pierre-Paul Gagné, au Canada, a montré déjà depuis de nombreuses décennies que travailler grâce à la métacognition permet d'aller développer les fonctions exécutives. Pareil avec Annick Pelletier et sa clinique OptiNeurone, où par le jeu, elle va vraiment aller stimuler les différentes fonctions exécutives. Et puis, avec l'équipe d'Inemo Kids School à Lucie Louvain en Belgique, on a pu montrer également que travailler les fonctions exécutives et les compétences sociales et émotionnelles, ça pouvait vraiment aller aider au développement d'un comportement socialement adapté. Et donc, on voit déjà dans la littérature qu'il est possible finalement euh, d'aller stimuler tout cela. Ce qu'on sait aussi, c'est que si on rajoute une petite couche avec la métaco, eh bien, ça va aller aider davantage le transfert dans la vie de tous les jours, puisque c'est ça qui est le plus important. Et la métacognition, c'est quoi? C'est vraiment cette capacité à se dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je suis en train de faire quelque chose?
Les enfants adorent qu'on leur parle de leur cerveau parce qu'ils adorent comprendre comment tout ça fonctionne. Et une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne, eh bien, en réalité, ils vont être capables de comprendre que certaines stratégies vont marcher dans certains cas et moins dans d'autres. Et donc, ils vont pouvoir aller adapter également leur comportement. Et donc, avoir finalement cette cognition méta, d'avoir une compréhension globale de son propre fonctionnement, c'est vraiment un outil précieux chez les enfants, mais chez les adultes également. Alors, pourquoi le jeu vidéo comme support aux apprentissages? Ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, les enfants jouent beaucoup sur tablette, sont face à des écrans pour diverses raisons. Et il est évident qu'un enfant qui est 8 heures devant Wikipédia, ce ne sera pas la même chose que s'il est 8 heures devant un jeu qui n'apporte pas le même contenu pédagogique. Alors, quitte à ce qu'il soit sur des écrans, on s'est dit, ben, l'idée, c'est vraiment de créer un outil pédagogique qui peut vraiment faire en sorte que l'enfant va apprendre des choses. Et le gros plus, en fait, du jeu vidéo comme support d'apprentissage, c'est que non seulement c'est quelque chose d'itératif, c'est-à-dire que l'enfant, il va pouvoir aller s'entraîner autant de fois qu'il le veut. À son rythme, et ça va lui permettre vraiment d'aller créer des nouveaux réflexes cognitifs, puisque c'est vraiment ça qu'on veut aller mettre en place. C'est incrémental, c'est-à-dire qu'il part de zéro, mais il ne peut faire que progresser. Et puis surtout, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de pression de l'école, il n'y a pas de pression quelle qu'elle soit en réalité, puisque l'enfant va vraiment aller avancer à son propre rythme. Alors, les jeux vidéo traditionnels, souvent, vont mobiliser certaines capacités exécutives, hein, comme l'attention, comme les capacités visio-spatiales. Il y a pas mal de jeux aujourd'hui qui existent et qui ont montré que ça pouvait mettre en évidence des effets positifs à ce niveau-là. Mais la grosse question qui se pose toujours, c'est cette question du transfert. Et la littérature a vraiment été très claire là-dessus. En 2018, il y a un article d'Altarelli qui a rapporté de nouveau le fait que pour que le transfert puisse se faire, et ce qui est très compliqué en clinique de manière générale d'avoir un transfert dans la vie de tous les jours sur ce qu'on fait en cabinet, il faut qu'il y ait du challenge, il faut que ce soit fun. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu dans Babaou. Puisque Babaou et la métacognition, c'est quoi? C'est le fait finalement de faire vivre une expérience métacognitive à l'enfant, en lui permettant d'intégrer la métacognition par des connaissances sur son propre fonctionnement, qui vont lui permettre d'aller développer des stratégies. Et donc, finalement, ce qu'il aura appris dans le jeu, il va pouvoir l'utiliser dans la vraie vie, puisque Babaou va le faire sortir du jeu pour aller expérimenter dans la vie de tous les jours. Et notre challenge, en réalité, eh bien, il est celui de se dire, la plupart des enfants, au départ, quand ils ne connaissent pas encore quelque chose, et c'est important, le pas encore, hein, c'est vraiment ce leitmotiv de Carol Dweck qui dit toujours, c'est le power of yet, qui nous rappelle que les enfants, c'est pas qu'ils ne savent pas faire les choses, c'est juste qu'ils ne savent pas encore les faire. Et c'est important pour beaucoup d'enfants qui ont besoin qu'on leur rappelle qu'en fait, non, ils ne sont pas nuls. Et oui, ils vont pouvoir apprendre à faire pas mal de choses pour autant qu'on leur apprenne correctement. Et donc, ils vont passer en réalité de ce je ne sais pas que je ne sais pas. Donc, ils sont finalement inconscients de leur incompétence. Et au fil d'une spirale finalement métacognitive, on va les faire passer à maintenant je peux oublier que je sais. Et en fait, c'est devenu automatique. J'ai créé un nouveau réflexe qui fait que j'ai plus besoin de réfléchir quand je fais mes lacets, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est devenu automatique. Pourtant, l'enfant, avant d'apprendre à faire ses lacets, il était bien d'abord inconscient qu'il ne savait pas les faire, et puis il a pris conscience de la difficulté, il a appris, et il est devenu finalement automatisé. Et donc, c'est vraiment à ça qu'on veut amener l'enfant, finalement, à devenir vraiment automatisé sur toute une série de choses et d'aller développer des réflexes cognitifs. Alors concrètement, vous allez me dire, ça ressemble à quoi? Eh bien, Babaou, c'est vraiment une application qui est disponible en fait sur le bureau, sur la tablette du remédiateur, comme on dit. Donc, remédiateur, ça va englober les orthophonistes, les psychologues, les neuropsys, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les orthopédagogues, j'en oublie certainement tous les thérapeutes qui travaillent auprès finalement des jeunes enfants. Pour le remédiateur, c'est une solution qui est clé en main et qui est compatible finalement avec les différents objectifs thérapeutiques qu'on peut avoir en séance. Et pour le patient, eh bien pour lui, ça va vraiment être des séances qui vont être finalement motivantes, qui vont se cibler sur la fonction exécutive nécessaire et qui va permettre un relais à la maison, puisque l'enfant, ce qu'il fait en séance sur sa tablette, il va pouvoir le faire également chez lui et retrouver ce qu'il a démarré. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir finalement le meilleur de la métaco et de la neuroéducation dans un outil qui va être clé en main, mais qui va surtout être à hauteur d'enfant.
qui sera très structuré pour pouvoir justement aider l'enfant en fait, dans son quotidien à progresser. Alors, c'est un jeu qu'on crée maintenant depuis quelques années avec un super comité scientifique, hein, puisqu'on a notamment Pierre-Paul Gagny, Annie Pelletier et Jean-Philippe Lachaud qui collaborent énormément à la création de ces petits jeux dans l'outil en lui-même. Euh, alors, comme je le disais, hein, ici ça résume un petit peu finalement ce que je viens de dire, de vraiment se dire, l'idée, c'est que le thérapeute puisse avoir un outil pour lequel c'est très facile d'utilisation. Il n'y a pas à réfléchir, c'est très finalement très intuitif et on va vraiment pouvoir aller cibler par rapport au bilan qui aura été fait de l'enfant, ce qu'on va vouloir aller cibler plus particulièrement et pour pouvoir avoir un relais pour les parents, mais également pour l'enfant. Et finalement, ça va donner aux parents une fenêtre aussi sur ce qui se fait en séance, ce qui est évidemment quelque chose d'assez important. Alors, on a, pour ceux qui m'ont déjà entendu parler de Babaou, on a un mode aventure dans Babaou qui, pour le moment, est un tout petit peu sur pause parce qu'on a vraiment compris, avec les différentes formations de ces derniers mois, que le besoin de terrain était vraiment très, très fort chez les remédiateurs, avec un besoin d'un outil digital qui peut vraiment aller travailler les fonctions de manière séparée. Et donc, le mode aventure, aujourd'hui, qui est un vrai mode avec des quêtes, etc., est développé en partie, mais va être un tout petit peu en pause pour les mois à venir pour pouvoir davantage se centrer sur la partie entraînement. Dans le mode entraînement, qu'est-ce qu'on a? On va avoir 5 fonctions exécutives. 5 fonctions exécutives pour lesquelles à chaque fois, il va y avoir, je vous montre peut-être la petite vidéo ici, le mock-up, ces 5 fonctions exécutives vont à chaque fois être avec un mode découverte et un mode entraînement. Dans le mode découverte, en fait, il s'agit vraiment de donner la théorie, même si j'aime pas trop ce mot, mais vraiment les concepts même, les concepts théoriques de la fonction exécutive pour que l'enfant puisse comprendre de quoi on est en train de lui parler. Et c'est après qu'on va aller dans le mode entraînement, où là, l'enfant va s'entraîner à des mini-jeux et à des défis pour comprendre, pour mettre en application et puis pour après aller s'entraîner. Alors, si on prend le menu découverte, eh bien, quand on rentre dans le menu découverte, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant on va d'abord lui présenter son babaou, puisque chaque fonction exécutive a un babaou qui est en fait la gardienne de la fonction exécutive. Donc, quand on a ici le babaou de l'inhibition, sa phrase, il a à chaque fois une petite devise. Pour ce qui est de l'inhibition, ça va être stop, je réfléchis avant d'agir. Et chaque babaou a une petite boule au-dessus de la tête qui est vraiment son outil finalement métacognitif. Et cette boule, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment finalement le garde du corps du cerveau. On lui explique que sa boule de l'inhibition ne la quitte jamais. Elle est toujours là pour la protéger des autres bababous aussi. Son super pouvoir, c'est de pouvoir d'apprendre à l'enfant de s'arrêter à temps, mais également de repousser les distracteurs. Et donc là, on est vraiment dans cette partie découverte sur vraiment le fait d'aller apprendre à l'enfant les différents concepts qui sont reliés à l'inhibition, à la fonction exécutive. Et chaque fonction exécutive également est reliée à un geste. Le geste de l'inhibition, ça va être quoi? Ça va être de dire à l'enfant, quand tu dois penser à ton inhibition, tu mets ton poing sur la tête. Mais quand tu dois aussi contrôler tes gestes, qui est une des parties de l'inhibition, eh bien, tu vas devoir frotter ton bras. Et en fait, en séance, on voit que les enfants vont vraiment aller s'approprier ces gestes PNL qui vont aller finalement enfoncer le clou sur ce qu'on veut leur inculquer. Il y a également le contrôle. Donc, dans le menu, on a la boule, on a le babaou en lui-même, on a son geste et puis on a le contrôle. Alors, le contrôle, ça va être quoi? Ça va à chaque fois. Alors, ici, les documents sont des documents qui sont en work in progress. Hein, donc, on est encore dans des choses qui sont en train d'évoluer. Mais en fait, chaque fonction exécutive va à chaque fois à sa stratégie. Et la stratégie, en fait, le script cognitif de l'inhibition, ça va être de dire, OK, je m'arrête. Soit parce que je dois repousser des distracteurs, soit parce que je dois contrôler mes pensées ou mes gestes. Et puis, une fois que je me suis arrêtée, je me dis quel est mon objectif. Donc, je choisis le bon geste ou la bonne réponse en fonction de si c'est verbal ou moteur. Et puis, j'agis. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rappeler à un enfant, par exemple, dans le cas de la précision, de se dire, OK, je repère ma cible, j'identifie le geste que je vais devoir faire et je le sélectionne dans ma tête. Et puis, je mets en application le geste pour pouvoir ajuster à ma cible.
Donc, il va vraiment y avoir une importance sur les stratégies et les scripts cognitifs que l'enfant va pouvoir aller développer. Et puis, mais dans le jeu, de manière assez ludique, dans cette partie découverte, l'enfant va en fait pouvoir découvrir, il peut aller cliquer sur différents points du babaou, et ce sont les différents secrets du personnage, en fait, où il peut aller revoir les différents atouts de son personnage. Alors, je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment, parce que c'est bien de vouloir stimuler les fonctions exécutives, mais on sait que le plus compliqué, c'est d'aller faire ce fameux transfert. Et le transfert dans la vie de tous les jours, eh bien, en fait, on va vraiment forcer l'enfant à sortir du jeu et aller réellement faire des petites missions qu'on appelle les missions vie extérieure, avec des copains, avec des frères et sœurs, avec sa famille, peu importe, à l'école ou à la maison. Ce sont des petites missions. Ici, on voit que c'est par exemple une mission de coordination. Et donc, on voit que les enfants d'abord faire leur geste du contrôle moteur et puis font leur petite mission de coordination pour comprendre comment aller établir ça dans la vie de tous les jours. Et donc là, on a vraiment des missions de transfert. Et tout ça, c'est ce qui fait partie du menu vraiment découverte. Et puis, une fois que l'enfant a vraiment pu comprendre au niveau conceptuel ce qu'était la fonction exécutive, eh bien, il va rentrer avec le thérapeute dans le menu entraînement et là, il va aller jouer. Il va d'abord aller jouer de manière, il va y avoir d'abord en fait une partie prise de conscience, c'est-à-dire un mini-jeu sur l'inhibition, ici dans ce cas présent, puisque là je vous parle de la fonction exécutive de l'inhibition, il va d'abord y avoir une prise de conscience, c'est-à-dire un jeu qui est ultra facile, qui permet juste de comprendre à l'enfant ce que c'est l'inhibition. Et une fois qu'il a fini cette partie de prise de conscience, alors on va lui donner d'autres jeux qui vont vraiment aller l'aider finalement à entraîner, puisque là, on va avoir ce qu'on appelle un level design, qui permet vraiment d'avoir en fait des niveaux de difficulté croissants. Il va commencer au niveau 1, mais il va aller jusqu'au niveau 20 pour pouvoir entraîner sa fonction exécutive. Et donc, si je vous montre quelques exemples de jeux, ici par exemple, c'est le jeu Trifouille, où en fait, on dit à l'enfant, mais voilà, tu dois cliquer le plus vite possible sur toutes les vertes, puisqu'on voit que la pastille verte est à côté. C'est vraiment de manière assez ludique. Alors là, on est dans un niveau assez simple, mais de manière assez ludique, l'enfant doit apprendre à être rapide, mais tout en contrôlant son geste pour ne pas se faire avoir avec les distracteurs. On va avoir d'autres jeux comme celui-ci, qui est le jeu de saute neuro, où en fait l'enfant saute de neurotransmetteur en neurotransmetteur. Et en même temps, il y a parfois des petites cibles qui vont arriver et sur lesquelles il va devoir aller taper. Et il doit taper au centre de la cible. Et donc, de nouveau, là, on va travailler en fait les capacités attentionnelles en plus des capacités d'inhibition, puisque l'enfant ne doit pas tomber dans le trou. Et en fait, il doit arriver de l'autre côté du neurone pour gagner son niveau. Ici, dans ce jeu-ci, par exemple, on est dans ce qu'on appelle le jeu Mission Zéro Déchet. On a en fait une espèce de grosse poubelle dans lequel il faut aller taper sur tous les carrés qui sont des déchets. Mais parfois, la poubelle va se fermer. Et en fait, quand elle se ferme et qu'elle devient rouge, l'enfant doit s'arrêter et donc ne peut plus rien faire. Et puis dès que ça dès que ça se réouvre, il faut le plus vite possible aller également taper sur les déchets pour les trier. Taper sur les carrés, mais pas sur les ronds. Et en fait, les niveaux de nouveau de difficulté, le niveau va augmenter avec à chaque fois des consignes qui vont devenir de plus en plus complexes pour pouvoir vraiment travailler la fonction exécutive. Ici, on a une autre version du premier jeu que je vous ai montré, Trifouille, mais en version stop and go, c'est-à-dire on dit à l'enfant, tu dois aller sélectionner et taper le plus vite possible sur tous les pions roses. Mais attention, quand tu vas sélectionner les pions roses, ils vont se retourner. Tu ne peux retaper dessus pour finalement valider ta sélection que si, quand tu les retournes, ils sont toujours roses. C'est quand tu le retournes, il est finalement d'une autre couleur, tu ne peux rien faire. Tu ne dois surtout pas les toucher. Donc là, à nouveau, on est dans un niveau 5. Les niveaux vont évidemment augmenter. Et donc, on voit là que quand l'enfant clique, eh bien, quand il se retourne, si finalement il n'est plus rose, il ne doit surtout pas le retoucher. Donc là, on est vraiment dans la partie où on va aller entraîner par des mini-défis les différentes fonctions exécutives. On est ici aussi dans Baba Jump, un autre jeu où là, cette fois-ci, on va demander à l'enfant de changer de geste et de faire plusieurs choses à la fois. Non seulement en appuyant sur la flèche, il doit en fait sauter pour aligner
les rondins, mais de temps en temps, comme vous venez de le voir, il y a des rondins qui sont sales, entre guillemets, il faut les frotter. Et puis, il va aussi y avoir parfois des rondins, donc là, c'est le rondin qu'il faut frotter. Il va parfois y avoir aussi des rondins pour lesquels il ne faut pas sauter au-dessus, mais pour lesquels il faut s'accroupir pour passer en dessous. Et donc, en fait, ici, on va avoir plusieurs consignes. Et donc, l'enfant va vraiment devoir finalement être capable de faire preuve aussi de flexibilité en changeant, euh, en passant d'un geste à l'autre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a ça pour les 5 fonctions exécutives. Et ce qu'on va avoir également, c'est que le parent, enfin le professionnel, pardon, va avoir. Alors, il y a un guide, vous voyez au-dessus dans le menu, le guide, c'est quoi? C'est vraiment finalement le guide d'utilisateur du remédiateur. OK, quand est-ce qu'on doit aller introduire la boule métacognitive auprès de l'enfant? Quand est-ce qu'on doit utiliser tel ou tel bouton dans le jeu, etc. Donc, c'est vraiment, finalement, c'est un tutoriel d'utilisation. Puis, on a aussi la partie cadeaux. Alors, les cadeaux, c'est quoi? Ce sont finalement des goodies et des déclencheurs visuels à mettre dans le cabinet. Ça va être un poster des 5 fonctions exécutives, ça va être des magnétes des différents babaous, ça va être des petites boules de chaque babaou pour que l'enfant puisse les reprendre aussi chez lui. Ça va être des cartes neuroéducatives. En fait, il y a des concepts neuroéducatifs dans le jeu qui vont être présentés à l'enfant. C'est quoi ton cerveau? Vraiment à l'image de petites cartes Pokémon finalement. C'est quoi le cerveau? C'est quoi un neurotransmetteur? C'est quoi un neurone? De quoi ton cerveau a besoin? Ton cerveau, il a besoin d'eau et il a besoin de glucose. Et donc, il y a des cartes pour l'eau, des cartes pour les glucoses, euh, des cartes pour les distracteurs qui peuvent être divers, puisqu'on va avoir des distracteurs qui vont être visuels, kinesthésiques, auditifs, etc. Et donc, toutes ces cartes neuroéducatives vont vraiment permettre en séance d'aller guider l'enfant. Et il y a des déclencheurs et des goodies pour le cabinet, mais aussi pour le patient à la maison qu'il peut ramener chez lui. Et puis, à chaque fois, pour chaque petite fonction exécutive, il y a un petit cadeau spécial que l'enfant peut ramener. Et alors ensuite, on va avoir tout ce qu'on peut aussi imprimer, c'est-à-dire qu'on a créé en fait un kit pédagogique pour le remédiateur où en fait chaque séance est clé en main. Et donc pour chaque séance, on peut dire au remédiateur, ben voilà, aujourd'hui, si vous voulez travailler la précision dans le contrôle des gestes au niveau de l'inhibition, et bien voilà telle séance, voilà comment est-ce que vous pouvez amener la métacognition, voilà comment est-ce que vous pouvez amener la métacognition avec le jeu, avec le défi qui s'y rapporte, etc. Donc, c'est vraiment une solution clé en main. Et on a créé un référentiel de stratégie et de situation de la vie, finalement, de tous les jours, qui se réfère à chacune des petites cartes neuroéducatives. Et donc, on a vraiment cette liste pour accompagner. Donc, finalement, c'est vraiment quelque chose de clé en main pour le remédiateur. Hop là. Alors, là, je vous ai présenté de manière assez rapide, entre guillemets, le jeu. Hein. Il ne reste plus qu'à le tester. Aujourd'hui, notre volonté, c'est vraiment de pouvoir continuer à le créer en étant au plus proche du terrain. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il évolue et qui permet vraiment, on voit que les mini-jeux ont vraiment beaucoup de succès. Alors, on vient de terminer une étude clinique pour tester le jeu. Cette étude clinique s'est terminée ces dernières semaines et donc là, maintenant, on est en train de corriger, encoder, et puis les analystes vont pouvoir commencer à partir du mois de janvier. Donc, on espère vraiment pouvoir montrer que nos sujets expérimentaux, on a pris des enfants en fait, de tranche 8 ans et des enfants de tranche 10-11 ans, avec lesquels on a travaillé en fait, pendant 6 semaines avec le jeu. Et puis, on a un groupe contrôle, évidemment. Et donc, on espère évidemment que les enfants du groupe expérimental se seront davantage améliorés sur leurs fonctions exécutives au travers de la ligne de base pré-poste qu'on a mis au point. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi avoir des ambassadeurs. Alors les ambassadeurs, c'est quoi? C'est d'avoir des remédiateurs, quels qu'ils soient, qui travaillent avec des enfants, qui voudraient faire partie de l'aventure et pour lequel on a finalement, on offre un package qui est de se dire, voilà, pendant toute l'année 2025, si vous êtes notre ambassadeur, vous avez le jeu gratuitement, et puis après, ce sera 30 euros par an, mais à vie, là où normalement, en fait, le jeu va être à un prix beaucoup plus conséquent par après. Il y a une assistance à la prise en main. Il y a vraiment, chaque mois, on fait un call ensemble pour pouvoir vraiment parler au niveau des fonctions exécutives, de voir voilà, où sont vos besoins, etc., comment on peut adapter. Il y a un groupe qui sera également créé pour vraiment pouvoir avoir une communauté
on peut finalement aller discuter. Et évidemment, comme je le disais, ben, il y a tous les goodies pour votre cabinet, mais pour votre patientèle aussi. Les patients avec lesquels vous utiliserez le jeu en tant qu'ambassadeur vont pouvoir avoir les kits de déclencheurs visuels. Il y a 20 licences familles qui pourront être allouées à n'importe quelle famille de vos consultations et également des licences que vous pourrez donner à certains enseignants. Euh, L'idée aussi est de se dire que finalement, quand il y a on voudrait créer, en fait, on a créé une bourse solidaire de licence qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une licence qui est achetée par une famille, ben, ça crée une licence solidaire dans cette fameuse bourse. Et ces bourses pourront être distribuées par Bababou pour les familles qui voudraient pouvoir avoir justement des outils neuroéducatifs de ce type. Euh, L'idée, c'est quoi? C'est donc, comme je vous disais, ben, de vous offrir tout cet accompagnement dans le jeu et de vous offrir également du coup le jeu la première année. Et en contrepartie, ben, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend qu'en fait pendant un an, à votre rythme, vous utilisez le jeu avec quelques patients pour pouvoir le tester et 3 fois dans l'année participer à des ateliers en fait avec nous pour vraiment aider au co-design et l'améliorer et répondre à quelques questionnaires, mais vraiment extrêmement courts. La seule chose qu'il faut, c'est avoir une tablette qui est relativement récente sur laquelle vous pouvez avoir accès à Google Play pour les systèmes Android ou à l'App Store pour les systèmes iOS. Et d'avoir évidemment accès à une connexion Wi-Fi qui serait totalement stable. Euh, et donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir finalement aller créer cela avec vous. Donc si le fait de devenir un ambassadeur de Babaou vous intéresse, alors je vous propose d'écrire directement à babaou@babaou.com parce que ça vous met en relation directement avec l'équipe pour pouvoir justement d'abord peut-être poser vos questions et puis voir un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. 26 minutes. Oui, J'aurais presque bravo. pu, hein, c'est rentré. Euh, voilà, c'est pas évident évidemment de proposer ce jeu où on a envie d'expliquer plein de choses, mais je pense que vous avez eu l'occasion d'ici d'avoir déjà finalement un panel sur ce qu'on peut faire avec un outil digital et en ayant finalement un relais à la maison pour avoir quelque chose finalement qui va aller engager l'enfant, parce qu'on sait bien que c'est pas toujours évident d'avoir l'engagement de l'enfant en séance, et donc de passer par certains outils digitaux qui peuvent être complémentaires peut vraiment aider. J'espère que l'étude clinique montrera vraiment, et je n'en ai pas le moindre doute, quand on voit comment ont évolué les enfants en séance, de pouvoir vraiment avoir cette plus-value de se dire, ben voilà, on est sur un outil digital avec quelque chose qui nous prépare, qui finalement explique aux enfants comment comprendre comment fonctionne son cerveau pour pouvoir mieux l'utiliser grâce à la métaco. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Et justement, par rapport à la question du transfert, est-ce que dans l'étude, c'est un transfert est-ce que déjà vous avez quelques résultats sur est-ce qu'il y a plus de transferts dans la gestion du quotidien et au niveau comportemental ou alors en classe ou alors au niveau des apprentissages scolaires, par exemple? Oui. Alors, dans la ligne de base, pour le moment, on n'a encore aucun résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'est terminé la semaine passée. On a terminé Hmm. de tester les derniers enfants. Donc là, maintenant, on est dans une phase où on corrige et puis on va encoder et commencer nos analyses. Ce que je peux vous dire, c'est que dans cette ligne de base, on a été mettre pas mal de choses, des choses liées aux apprentissages, des questionnaires également. Alors, des questionnaires neuroéducatifs et également des questionnaires comportementaux liés aux différentes fonctions exécutives qui ont été remplis par les parents et par les enseignants. Ces questionnaires ont été remplis par les deux types de personnes. Et donc, évidemment, on s'attend et on a aussi un questionnaire de métacognition. Et donc, on espère évidemment voir des résultats positifs. Il est évident que tous les enfants se seront améliorés. Ce sont des enfants, ils sont en amélioration constante. Et c'est ce qu'on avait vu à l'époque avec Inimo Kids School également. C'est-à-dire que les enfants contrôle, bien sûr, se sont améliorés aussi, parce qu'il y a l'amélioration liée au temps et au développement de l'enfant. Mais par contre, tous les enfants qui avaient eu le programme Inimo Kids School, c'était davantage amélioré. Donc, on avait été boosté davantage leur fonction exécutive. Et donc, c'est évidemment ce qu'on s'attend à trouver ici, étant donné que finalement, Babaou, ben, c'est très fort la digitalisation en fait de programmes comme Atoll ou comme Inimo Kids School.
Ok, super, merci. On a une question de Solène Hill qui demande est-ce que cet outil a été testé sur les enfants qui présentent un TDC? Alors, pas encore. Aujourd'hui, on l'a testé chez des enfants tout venant. Parce que c'est toujours une bonne répétition générale, entre guillemets, de voir, et c'est ce qu'on avait fait à l'époque avec Inemo Kids School aussi. On a d'abord été le tester avec des enfants tout venant avant d'aller le tester avec des enfants qui avaient différents diagnostics. Donc aujourd'hui, l'étude clinique qu'on a fait, ce sont sur des enfants tout venant. Mais il est fort à parier qu'on le fera également avec des enfants neuroatypiques. Oui, justement, est-ce que tu penses déjà que ça conviendrait mieux à certains profils d'enfants? Ou est-ce qu'il y a des prérequis avant de commencer, de commencer Babaou? Non, je pense pas qu'il y ait des prérequis. Je pense que l'idée, en tout cas, c'est que vraiment le Babaou, il va vraiment être utilisé par les professionnels qui ont un besoin d'aller travailler les fonctions exécutives avec les enfants et qui sont en besoin aussi de se dire finalement la métacognition, on en parle souvent, mais comment ça fonctionne? Et c'est pas si évident que ça de comprendre comment fonctionne la métacognition. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment finalement d'outiller le praticien en lui disant, mais voilà, comment de A à Z, on va t'aider à aller amener la métaco chez... comment dire, comment on va aller amener la métaco chez l'enfant, mais en lui faisant vraiment comprendre que c'est un outil puissant qui va lui permettre finalement de comprendre quelles sont les stratégies qu'il peut utiliser dans le jeu, mais qui du coup vont l'aider également et sur le terrain, que ce soit à l'école, que ce soit dans les relations sociales, que ce soit dans ses activités extrascolaires, que ce soit pour cuisiner avec ses parents, dans tout un tas de choses. Et pour répondre à une des questions, je vois dans le chat, c'est un jeu qu'on a créé à la base pour les enfants de 7 à 11 ans. Après, j'ai toujours envie de dire qu'avec les fonctions exécutives, c'est très difficile d'aller donner des tranches d'âge parce que c'est très lié aussi à la maturité de l'enfant. On sait que la variabilité interindividuelle chez les enfants au niveau des fonctions exécutives, elle est très grande. Donc, moi, j'aurais envie de vous dire que mon meilleur laboratoire, ce sont mes trois enfants. Moi, j'ai trois garçons qui ont entre 8 et 14 ans. Et je vous dirais que mon aîné qui a 14 ans a beau être un ado, il trouve ça très chouette de jouer. Donc, finalement, voilà, je pense que c'est une question aussi d'âge de développement et de maturité de l'enfant. Mais voilà, avant 7 ans, il faut vraiment qu'il puisse y avoir quelqu'un peut-être à côté. Mais à partir de 7 ans, sans problème. Ok. Bon, on a plusieurs personnes hein, qui nous disent qu'elles aimeraient bien devenir ambassadrices Mais ou... n'hésitez vraiment pas, hein, babaou@babaou.com, c'est vraiment le meilleur moyen comment dire, pour pouvoir rentrer en contact et mettre cela en place. Et en termes justement de professions concernées. Oui. Mais c'est vraiment tout ce qui est, euh, alors je dirais orthopédagogue, psychologue, neuropsychologue, orthophoniste évidemment, logopède pour les Belges, s'il y a des Belges qui nous écoutent, psychomotricien évidemment, mais même des éducateurs spécialisés qui sont au fait des fonctions exécutives. En fait, j'ai envie de dire toute personne qui finalement est auprès de l'enfant pour aller stimuler ses compétences en ayant un minimum de connaissances quand même sur les fonctions exécutives, mais comme on les amène quand même vraiment finalement à développer les séances avec eux, je pense qu'il y a vraiment toute une série de praticiens qui pourraient, et évidemment les enseignants aussi, hein. Oui. Ok, super. Une autre question de Solène. Est-ce que les parents sont formés aussi par le praticien à l'outil et est-ce qu'ils ont aussi un plan de psychoéducation et de métacognition avec le praticien via l'outil? Oui. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas encore fait, mais il y aura très clairement un accompagnement également, oui, certainement des parents. Aujourd'hui, l'accompagnement, il est surtout euh, ciblé sur l'intervenant qui va vraiment avoir son kit pédagogique en fait à imprimer pour avoir l'outil clé en main. Et donc, le parent va plus être guidé via les déclencheurs visuels et tous les petits goodies en fait qu'on va donner à l'enfant pour ramener à la maison, qui expliquent en fait aux parents, ok, ben, on a un petit guide, par exemple, un petit folder où on explique aux parents, voilà, c'est quoi l'inhibition, quand est-ce qu'on en a besoin, quels sont les jeux de société que vous pouvez utiliser à la maison en complément de ce qui est fait dans Babaou pour pouvoir aller développer ces fonctions-là et surtout pouvoir le faire en famille et pas uniquement avec l'enfant
qui a besoin d'être stimulé sur les fonctions exécutives. Du coup, de ramener le jeu, en fait, au sein de la famille aussi, puisque c'est souvent quelque chose qui manque dans les familles où il y a des enfants qui présentent des difficultés. Voilà, les moments de jeu ne sont plus toujours aussi fréquents. Et donc, le fait de se dire, mais c'est quelque chose, ces jeux de société vont pouvoir être utilisés aussi, mais par toute la famille pour remettre de la positivité, du plaisir dans la relation parent-enfant, c'est quelque chose sur lequel on insiste également. Super, merci beaucoup. Philippe Carlos nous dit qu'il trouve ça très intéressant et a quelques questions. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes sur le projet? Alors, ça dépendra de qui vous répond. Le projet, il mûrit depuis 10 ans. Les deux cofondateurs, pardon, Anne-Sophie Dulon et Christophe Bardouin, pensent à ce projet déjà depuis plus de 10 ans. Il y avait eu un premier MVP avant le Covid. Et puis, après le Covid, l'équipe s'est vraiment constituée. Donc, je dirais que ça fait vraiment 4 ans. Il y a 4 ans, on était 4. Aujourd'hui, on est presque 30 au studio. Et donc, il y a vraiment une équipe qui s'est constituée avec une équipe de développeurs, une équipe vraiment de tech, l'art, la conception, euh, et puis toutes les personnes qui ont vraiment cette connaissance neuroéducative et de psychologie cognitive. Et c'est comme ça qu'on s'est entouré finalement de Jean-Philippe Lachaud notamment, de Pierre-Paul, et également d'Annick Pelletier, puisque finalement Annick travaille aussi énormément par le jeu, et donc euh, c'est vraiment comme ça qu'on peut développer finalement des jeux qui ciblent vraiment, qui vont vraiment aller stimuler ce qu'on veut stimuler. D'accord. Et alors, pourquoi ça s'appelle Babaou? C'est une bonne question. Euh, eh bien, je ne sais pas où vous répondre. Pourquoi Babaou? C'est une question qu'il faudrait poser à Christophe, notre CEO. Je ne sais pas d'où est venu le nom Babaou. Ce sont des petits personnages qu'on a créés. Et je me ferai probablement taper sur les doigts pour ne pas savoir répondre à cette question, mais c'est la transparence scientifique qui parle. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. La personne qui commande, les orthoptistes, évidemment, ont toute leur place. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je vais certainement oublier des Oui, praticiens. Oui, oui, complètement. Les orthoptistes pourraient tout à fait l'utiliser également. oui, mais je pense que voilà, tu l'as expliqué en disant que le professionnel qui est formé Oui, aux fonctions exécutives, en fait, c'est ça vraiment la base. Et, oui. et après, c'est très Oui, et transdisciplinaire. les ergots, évidemment, Ergo, bien sûr. évidemment, oui, oui. Je les ai cités tout à l'heure, mais je les ai pas cités la deuxième fois. Mais oui, oui, bien sûr. Toute personne, tout professionnel de la petite enfance qui veut aller développer ses fonctions exécutives. Et au début, tu disais qu'il y avait notamment, dans les... justement, je reviens un petit peu sur le transfert, que ce qui marchait, c'était qu'il y ait du fun et de la motivation, il me semble. Oui, oui. Et est-ce qu'il y avait d'autres critères et est-ce que tu pourrais nous transmettre aussi la référence peut-être de l'article que tu as Oui, cité là-dessus? ça, je pourrais le refournir. Alors, si je sors de mon écran là maintenant, ça va être désagréable pour Oui, vous. oui, oui, non, mais ça peut être plus tard. Je le fournirai sans problème. Mais c'est vrai que vraiment, le fait, en fait, et c'est assez en lien aussi avec la zone proximale de développement. C'est-à-dire qu'on sait que si on veut aller développer certaines compétences, il faut que ce soit challengeant. Il faut qu'on soit en train de challenger les compétences de l'enfant, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop challengeant, parce que sinon, en fait, l'enfant, il va abandonner. Et Ouais. donc, pouvoir avoir ce challenge suffisant, mais en même temps en étant fun, euh, des jeux de type brain trainer, il en existe beaucoup. Le dénominateur commun, souvent, c'est que c'est pas très fun. C'est souvent en noir et blanc, ce qu'on utilise en fait, ce qu'on a aujourd'hui en tant que remédiateur à notre disposition, c'est souvent des choses qui sont très décontextualisées. Ça va être avec des formes géométriques, ça va très fort se rapprocher de ce qu'on fait en test, en fait, en bilan. Et donc, Hmm. l'engagement, il est beaucoup plus compliqué à avoir de la part d'un enfant qui a l'impression vraiment de faire du drill, en fait. L'idée de Babaou, c'est vraiment de se dire, on va aller créer des mini-jeux qui font directement référence à des compétences qui sont nécessaires quand on veut aller développer la fonction exécutive chez l'enfant. Mais on l'enrobe finalement de quelque chose de neuroéducatif, pas uniquement pour lui dire, ben voilà, là, on va t'entraîner, et tant que ça ne fonctionne pas bien, ben, tu continueras à t'entraîner. Non, de se dire, OK, il y a des choses qui sont plus compliquées pour toi, que tu ne sais pas encore faire.
on va t'amener à réussir à le faire sans même plus y penser. Et comment est-ce qu'on va t'y amener en te faisant d'abord comprendre comment fonctionne ton cerveau. Et c'est pour ça que dans chaque fonction exécutive, il y a à chaque fois d'abord la partie découverte, qui est vraiment, mais je n'aimais pas le mot que j'ai utilisé tout à l'heure de dire c'est la théorie de la fonction exécutive, mais non, parce qu'on ne va pas bassiner l'enfant avec de la théorie, mais avec des concepts qu'on va lui amener de manière enjouée finalement, qui vont vraiment permettre à l'enfant d'être engagé. Euh, et une fois qu'il a compris tous ces concepts et qu'il les a vraiment intériorisés, puisque c'est vraiment ça, toute la puissance de la métacognition, c'est que les enfants vont vraiment aller intérioriser ce qu'on leur apprend au départ de manière extériorisée. Et donc, en intériorisant ces compétences, de comprendre, OK, ben, la boule de mon babaou, elle va m'aider à faire telle chose et telle chose. Il faut que je pense à la devise du babaou d'inhibition pour pouvoir me dire stop au bon moment. Ça va pouvoir m'aider dans plein de choses de la vie de tous les jours. Je vais aller m'entraîner en faisant telle mission avec mes copains. Tout ça, après, il va pouvoir l'utiliser avec des relances aussi que le praticien fait quand il est à côté de l'enfant pendant que l'enfant joue. Il va pouvoir l'utiliser dans le mode entraînement, où ce sont vraiment là des mini-jeux, où cette fois-ci, il va devoir utiliser ce qu'on lui a appris dans le mode découverte. Donc, Ok. l'idée, c'est vraiment d'intérioriser, en fait, de comprendre qu'on a en soi chacun des cinq petits babaous et qu'on va aller finalement faire connaissance avec eux et les utiliser de manière opportune. Ok. Il y a bien aussi un mode aventure, c'est ça? Et donc, le mode aventure, il Ouais. existe également. Il existe déjà aujourd'hui. Il n'est pas abandonné. C'est juste qu'on va mettre un petit peu plus l'accent en 2025 pour le développement des cinq fonctions exécutives, puisqu'aujourd'hui, on n'avait que la fonction exécutive de l'inhibition dans le mode entraînement. Et on a vraiment cette volonté de pouvoir très rapidement, dans les très peu de mois à venir, l'équipe travaille vraiment d'arrache-pied là-dessus pour vraiment aller développer les cinq FE pour que les praticiens et nos ambassadeurs puissent vraiment avoir un truc clé en main qu'ils peuvent utiliser directement au début 2025. Ouais, Et après, on va continuer à travailler sur ce mode aventure. Et c'est vrai que le mode aventure, là, c'est vraiment un jeu vidéo qui sera moins utilisé par les remédiateurs parce que ça prendrait beaucoup de temps en séance d'utiliser ce mode-là, mais qui peut être utilisé par l'enfant à la maison. Pourquoi? Parce qu'il reprend les mêmes défis, les mêmes cartes neuroéducatives qui sont débloquées dans le jeu, tous les mêmes concepts. C'est simplement que c'est un jeu immersif où l'enfant arrive dans le cerveau-monde, va rencontrer plein de gens, enfin plein de gens, plein de petits personnages, et va se balader dans le cerveau et va découvrir comment son cerveau fonctionne et va s'entraîner. Mais donc on ne l'abandonne pas du tout, c'est juste que pour le moment, il y a 3 4 heures de jeu, ce qui est déjà pas Ah, mal. j'ai pas dit que vous l'abandonniez. La question que je me posais, c'est est-ce que ce mode aventure, il est plus écologique finalement, déjà un peu? Euh, Il est différent, je dirais qu'il est complémentaire parce que avec le mode aventure, évidemment, l'enfant va aller développer pas mal de capacités, etc. Mais il n'a pas pour les enfants, en tout cas neuroatypiques, il n'aura pas le thérapeute à côté de lui pour aller le guider. Et ça, c'est la plus-value aussi dans le mode entraînement, c'est d'avoir finalement le thérapeute qui peut suppléer. Il est évident que Babaou ne remplacera pas l'humain. Et on ne va pas les remplacer le remédiateur. Mais l'idée est vraiment d'outiller pour avoir quelque chose d'écologique, de fun, de challengeant, et du coup, de pouvoir vraiment accompagner. Donc, je dirais que c'est différent, mais l'enfant, en effet, qui n'aurait pas spécialement la possibilité d'aller chez un thérapeute ou d'utiliser le mode entraînement avec un adulte à côté qui l'accompagne, pourrait tout à fait utiliser le mode aventure et déjà apprendre énormément de choses et développer comment dire, beaucoup de compétences, en fait. Et dans l'étude clinique, on a certains enfants qui nous ont dit, ah, mais moi, j'ai joué du coup au mode aventure à la maison, c'est génial, j'ai appris plein de choses. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très chouette. Ouais. Il y a une question aussi, je sais pas, alors peut-être que j'ai raté l'info, mais au niveau maniabilité, est-ce que, il y a un joystick? Comment les enfants répondent? C'est sur la tablette, c'est vraiment un click and touch. Et- Et en fonction des jeux, c'est parfois une flèche sur laquelle il faut rester appuyé pour, par exemple, dans Baba John s'accroupir, ou simplement, mais il faut pas, en fait, il faut une tablette. C'est pas sur ordinateur, c'est vraiment sur tablette ou téléphone, mais en toute honnêteté, comment dire, l'outil aujourd'hui est quand même, c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler sur tablette. Ouais, bien sûr. Oui. On a deux questions là du docteur Isabelle de Oliveira Oui. qui se demande si il y a une limitation en termes de nombre d'ambassadeurs. Aujourd'hui, l'offre qu'on propose aux ambassadeurs, elle est limitée aux 50 premiers. Ok. Ouais. Là, tout le monde va être sur le site, plus personne n'écoute, j'imagine.
Donc, Euh, oui, en effet. Et alors, je vois le coût pour une famille. Alors, je dirais qu'en tant qu'ambassadeur, vous allez déjà avoir des passes à offrir à certaines familles gratuitement pour le tester, puisque l'idée est de se dire qu'avec quelques patients, on demande pas en tant qu'ambassadeur d'aller tester le jeu avec 100 patients, hein, c'est pas du tout l'idée, c'est de se dire on prend déjà ne fût-ce que 3-5 patients avec lesquels on peut vraiment aller utiliser l'outil, et du coup, pour ces familles-là, on peut leur offrir le jeu gratuitement. Merci. Philippe Carlos demande, est-ce que ça ne crée pas des réflexes addictifs à force de taper sur la tablette? Alors, je ne sais pas si on peut répondre à cette question parce qu'on n'a pas le recul forcément. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est évident que même dans l'étude clinique, on voit parfois des profils d'enfants en effet très différents dans leur comportement face aux tablettes. Pourquoi? Parce qu'on voit que les enfants qui sont, par exemple, très habitués à énormément de temps d'écran et de jeux pas toujours cadrés à la maison, vont avoir cette tendance un peu frénétique de taper un peu partout. Mais en fait, assez rapidement, en tant que médiateur, on explique justement à l'enfant que ça fait partie de ce qu'on va lui apprendre. Le contrôle de ses gestes, puisqu'au niveau de l'inhibition, on a vraiment deux modules qui sont d'abord le contrôle des gestes et puis le contrôle des pensées. Et dans le contrôle des gestes, on lui apprend ce qu'est notamment la précision, la coordination, le fait de stopper, le fait de changer de geste, etc. Et on explique vraiment toute cette importance de ne pas aller appuyer de manière frénétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne travaillent pas le contrôle de ces gestes de cette manière-là. Donc, on va voir certains enfants qui, en effet, vont adopter en début d'utilisation ce type de comportement. Mais après, en fait, on accompagne ça aussi. Donc, finalement, ça permet aussi d'aller travailler sur ces réflexes qui sont parfois, en effet, assez addictifs chez les enfants qui jouent beaucoup entre parenthèses, trop à certains jeux vidéo. Et tout à l'heure, Antoine parlait de notion de tout ce qui est écologique et je pensais notamment à ce que fait Sébastien Serlet sur, notamment avec les adultes, sur le travail des fonctions exécutives à travers de la réalité virtuelle et des tâches écologiques. Oui. Est-ce que ça, c'est un projet aussi dans les tâches de Babaou ou pas forcément? Alors, la réalité virtuelle n'est pas un projet de Babaou, non. Je pense qu'on peut. Alors, je ne dis pas que ça pourrait pas être une idée, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas leur projet. Je pense qu'on doit s'attaquer à une chose à la fois et qu'il y a plein d'outils. Et en effet, notamment avec les personnes adultes, hein, la réalité virtuelle a vraiment montré son efficacité, notamment avec les patients négligents, beaucoup, et de manière extrêmement écologique. Donc, moi, je suis vraiment convaincue de l'utilité de la réalité virtuelle. Mais aujourd'hui, c'est pas dans les projets de Bababou. Pourquoi pas, hein, on pourra en discuter, Hmm. mais Ouais, il y a beaucoup de partenariat. boulot. Avant de pouvoir y penser, il y a beaucoup de boulot. Ouais. Question de Valérie Hélénon Lusieux. Quelle est la durée d'une séance et combien de séances par semaine, combien de semaines par an sont Oui. préconisées? Alors ça, je pourrais vous le dire quand l'étude clinique sera terminée. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'étude clinique, on a testé le jeu pendant 6 semaines à raison, enfin, en réalité, c'était plus que 6 semaines, mais à raison de 2 séances par semaine. Comme en fait on l'avait fait avec Inemo Kids School. On l'a montré avec Inemo Kids School à l'époque, qu'en voyant l'enfant 2 fois par semaine pendant 45 minutes sur 8 semaines, eh bien on a vu des effets positifs sur notamment l'inhibition et d'autres fonctions exécutives également. Et donc on s'est dit, ben, finalement, comme c'est un peu la digitalisation de tout ça, on s'est calqué sur le même modèle. Et donc on a vu les enfants 2 fois 45 minutes par semaine. Ok. Et j'espère Euh, pouvoir dire que ce sera un bon timing. Par rapport au modèle Reflecto, justement, est-ce que, donc il y a aussi cette question des personnages, est-ce que il y a d'autres différences que le fait que là, ce soit sur tablette, euh, si on Alors, fait un peu... en fait, quand on connaît un peu Reflecto et les travaux de Pierre-Paul, il y a tout le travail également qu'il a fait avec ce qu'on appelle méta-action et mémo-action, qui sont Oui, des outils en fait qui permettent vraiment d'aller détricoter toute la séquence cognitive de l'enfant quand il est dans une tâche. Eh bien, en fait, dans Babaou, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus pour que finalement,
Et c'est ça quand je parlais du contrôle, de l'inhibition, c'est quoi? Ce sont vraiment quand j'ai parlé de script cognitif, ce sont vraiment tous ces scénarios, en fait, à l'image de ce que Pierre-Paul fait dans Méta-Action, de faire comprendre à l'enfant qu'en fait, pour une même fonction exécutive, on va avoir vraiment un scénario de stratégies qui vont être utiles dans la vraie vie. Et donc, on va retrouver les petits personnages que sont les babaous, derrière lesquels on va mettre une signification comme dans Reflecto. Chaque petit personnage a sa devise, a vraiment tous les éléments théoriques de la fonction exécutive qu'il va aller dévoiler, mais il va vraiment avoir tout ce script cognitif qu'on veut vraiment apprendre à l'enfant pour qu'il puisse en fait utiliser ces stratégies dans la vraie vie. Et donc c'est en ça que les travaux de Pierre-Paul sont évidemment vraiment précieux pour, pour l'apprentissage, notamment de la métacognition. Et puis pour ce qui est de Atoll, parce que c'est vrai que voilà, Jean-Philippe travaille beaucoup avec nous également. Il est une grande aide pour finalement aller confirmer ou à l'inverse titiller, nous challenger sur certaines choses. C'est vraiment l'idée de pouvoir également, au niveau métacognitif, au niveau attentionnel, de vraiment faire comprendre on a cette tendance dans la clinique à beaucoup parler en termes de attention visuelle, attention auditive, attention sélective ou divisée, etc. Parce que c'est ce qu'on a toujours appris finalement, quand on fait des bilans. Ce qu'on a peut-être parfois tendance à oublier et qu'on trouve assez précieux dans les travaux de Jean-Philippe, c'est que finalement, bien sûr qu'il peut y avoir ce découpage, mais il y a aussi avant tout le fait de comprendre qu'un enfant, et c'est ça qui va vraiment être développé dans le volet attentionnel de Babaou, euh, faire attention, c'est quoi déjà? Parce qu'on est toujours un enfant, mais fais attention à quoi? Si on ne lui dit pas à quoi il doit faire attention, il ne peut pas faire attention. Et donc déjà de comprendre qu'il y a un objet de l'attention, il y a une intention. Quand on prête attention à quelque chose, il y a une intention, on est guidé par une intention, et cette intention, parfois, elle peut changer en cours de route. Et on va devoir s'adapter. On va avoir des cibles attentionnelles qui vont aller finalement réveiller des capteurs, qu'ils soient visuels, qu'ils soient kinesthésiques, qu'ils soient auditifs, peu importe. Et ces capteurs et ces cibles, bah, finalement, vont être matchés et vont permettre aussi de tenir compte finalement de différents réglages au niveau de l'attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on doit être très attentif à quelque chose de très précis. Et puis d'autres moments où on peut se dire, mais en fait, on est attentif. L'intensité de l'attention est très grande, mais par contre, on est beaucoup en global, on est beaucoup moins en focal. Et donc tout ça, bah, le babaou de l'attention va l'apprendre à l'enfant. Donc là, l'attention dans Babaou va être vraiment à une nature différente, entre guillemets, de par les compétences et les habiletés qu'on va aller apprendre à l'enfant. On va vraiment aller lui apprendre c'est quoi l'attention, au plus profond, vraiment conceptuellement parlant, avant de lui faire comprendre qu'on peut en effet gérer des doubles tâches dans certaines conditions, etc., etc. Super, merci. Il y a Julie Dossini qui avait levé la main, mais qui n'est plus là apparemment. Julie Dossini qui connaît bien justement le travail de Pierre-Paul Gagné pour avoir, qui travaille avec lui sur Reflecto. Mais du coup, elle est partie. Ok, bon. Super, je crois qu'on est arrivé un peu au bout des questions. Merci beaucoup, Alexandra, c'était super. Ben, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui étaient là pour nous écouter et puis pour l'engouement. Et j'espère pour tous les mails qu'on va recevoir comme ambassadeur parce qu'on a vraiment, en fait, on a vraiment cette volonté. Parfois, quand on est le nez dedans, il y a peut-être des choses, voilà, qui ont besoin d'être rafraîchies. Et le fait de l'utiliser en séance, et c'est vrai que cette étude clinique a été hyper riche parce qu'en fait, c'est une fois qu'on l'utilise avec les enfants qu'on se rend compte, OK, ça va pas, ça, il faut qu'on améliore. Ça, par contre, c'est vraiment top. On n'imaginait pas que ça allait être aussi efficace. Et en fait, c'est ce truc-là, il faut absolument le garder parce que les enfants adorent et que ça fonctionne. Donc, c'est vrai que nous, de pouvoir avoir des ambassadeurs qui vont l'utiliser avec des enfants en séance, c'est ultra précieux. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de commentaires enthousiastes et de remerciements Oui. dans les... Et surtout, tu Et une iras petite voir lesquels veulent être ambassadeurs et ambassadrices. Parce que peut-être que s'ils ont été là en présentiel pendant 30 minutes avec, ils méritent d'être sélectionnés et choisis. Ouais, ça c'est vrai aussi. Eh ben, je suis assez d'accord. Donc, pour ceux qui sont encore là, mettez-le dans le mail que vous avez participé au webinaire. Je suis assez d'accord avec toi, Antoine. Et il y Ouais. avait une dernière mini-question de Philippe Carlos. Est-ce qu'il y a justement une partie prévue avec toutes les fonctions exécutives combinées? Ouais, ouais. Mais on a du taf avant, mais oui.
Oui, parce que l'idée, c'est vraiment de se dire que dans la vie de tous les jours, en fait, il n'y a pas une seule tâche qui segmente en FE. Alors, chez certains enfants, nous, on veut les séparer. Pourquoi? Parce qu'en séance, il y a des enfants avec lesquels on va devoir aller insister plus sur certaines FE plutôt que d'autres, et où on va les travailler de manière séquentielle. Et pour certains, par exemple, je pense, je sais pas moi, je prends par exemple la flexibilité. Pour certains enfants, les problèmes de flexibilité viennent surtout de difficultés d'inhibition. Donc, on va aller d'abord travailler l'inhibition. Pour d'autres, ce sera autre chose. Mais oui, il y a une volonté de pouvoir vraiment aller agréger tout ça parce que dans la vie de tous les jours, ben, en fait, une même tâche n'est jamais complètement pure. Merci beaucoup, Alexandra. C'était vraiment super intéressant. Le replay sera accessible. On nous a plusieurs fois posé la question dans le chat, comme évidemment à chaque fois. Et puis, bah, écoute, on sera ravis que tu reviennes peut-être pour nous faire un débrief de l'étude pilote. Ah, ce serait avec grand, grand plaisir. Et je vous souhaite déjà de joyeuses fêtes à tous. Oui, Que le Père exactement. Noël nous apporte un jeu super chouette et des super résultats. Alors nous, l'équipe d'Octopi, ça va pas tout de suite souhaiter de belles fêtes à tout le monde, parce qu'on aura probablement l'occasion de se revoir lundi prochain. On a un 30 minutes exceptionnel de Noël le lundi 23 à midi, co-animé avec Sébastien Enrard sur les figures du cinéma et les troubles du neurodéveloppement. Voilà, on va même essayer de discuter un petit peu de en quoi le cinéma peut apporter une image judicieuse, précise ou pas, ou profitable à la compréhension des troubles du neurodéveloppement ou pas. Voilà, on vous espère nombreux et nombreuses. On ne sait pas encore si on portera des bonnets de Noël. C'est Marie qui décidera. À mon avis, oui, du coup. Je suis pas sûre d'être là, donc je pense que vous allez emporter. Je pense que le challenge est lancé en tout cas. Merci Merci à encore. tous, en tout cas. Et merci à toi, Alexandra. Merci beaucoup. À Bonne journée. bientôt. Au revoir.